La petite fille a appelé le 911 et a dit « Papa m'a enfermé dans la salle de bain pendant plusieurs jours et j'ai très faim. » Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la série. À 2h18 du matin, au centre d'appel d'urgence 911, l'équipe de nuit était assurée par Sylvia Morgan, une répartitrice chevronnée. Mais même elle n'aurait pas pu prédire que le prochain appel la plongerait dans un cauchemar qui durerait des mois. 911, ici Sylvia. Restez calme. Que se passe-t-il? Le bruit des gouttes de pluie filtrait à travers la file, accompagné d'une respiration faible et laborieuse. Puis vint un murmure, à peine audible. « Mademoiselle, je m'appelle Nora. » Sylvia se pencha vers le micro, le cœur battant. Une voix d'enfant, une voix féminine, visiblement terrifiée. Elle saisit rapidement quelques caractères dans le système pour commencer l'enregistrement et le suivi de l'appel. « Où es-tu, Nora? Peux-tu me donner ton adresse? » Je ne sais pas. Il fait si sombre ici. J'ai froid. Sylvia jeta un coup d'œil à sa collègue et lui fit signe de l'aider à trianguler l'emplacement. Sur l'écran, le signal vacilla, puis apparut, 18 rue Maple, en périphérie de Columbus, un quartier presque désert à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Nora, peux-tu regarder autour de toi? Y a-t-il quelqu'un dehors? Je suis enfermé dans la salle de bain. Ça fait longtemps. J'ai faim. J'ai soif. J'entends des rats. La poitrine de Sylvia se serra. Elle adopta un ton plus doux, essayant de faire parler la petite fille. Tout va bien, Nora. Je suis là avec toi. J'ai déjà envoyé la police. Ils seront bientôt là. Tiens-toi bien, d'accord? Un silence, puis un sanglot discret. Papa a dit que je devais être sage, sinon je serais enfermé pour toujours. J'ai été sage. Pourquoi papa ne revient pas? Un frisson parcourut l'échine de Sylvia. Elle entendit le bruit de l'eau qui coulait et un étrange bruissement, comme un tissu qui frotte contre un mur. Nora, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Je ne sais pas, mais il y avait quelqu'un devant la porte. J'ai entendu frapper tout à l'heure. Sylvia se leva brusquement de son siège, son casque serré contre elle. Elle se tourna vers le commandant de la garde de nuit, le lieutenant Ryan Parker, assis au bureau adjacent. Ryan, un enfant est enfermé dans les toilettes. L'adresse est 18 rue Maple. Il y a peut-être quelqu'un dehors. Dépêchez une unité immédiatement. Ryan saisit sa radio et donna l'ordre. Dehors, les agents de patrouille Lydia Adams et Charles Miller répondirent sans délai. Pendant ce temps, Sylvia gardait Nora en ligne. Nora, peux-tu me dire depuis combien de temps tu es là-dedans? Je ne sais pas. Je ne vois jamais le soleil. Il fait toujours nuit quand je dors. Te souviens-tu du jour où tu as été placé là? Papa a dit que j'étais méchant, alors il fallait me punir. Je n'ai pas osé demander. Je n'ai pas de calendrier, juste un miroir et un robinet. La connexion commença à se détériorer. Sylvia remarqua que le signal d'appel faiblissait. Nora, tiens bon. Tu es toujours là? Tu m'entends? Mademoiselle, si papa revient, ne lui dites pas que j'ai appelé. Il va me frapper. Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Tu as été si courageuse, Nora. La police est presque là. Ils vont te sortir de là. Un léger clic résonna, comme une serrure qui tourne ou un objet qu'on appuie doucement. Puis le silence. Sylvia retint son souffle. Nora, es-tu toujours là? Aucune réponse. Nora, tu m'entends encore? Seulement du bruit statique et le bruit régulier de la pluie. Bon sang, murmura Sylvia en retirant son casque, le visage pâle. Elle se tourna vers Ryan. J'ai perdu la connexion. Ryan hocha gravement la tête. L'unité de Lydia vient d'atteindre la route menant à cette zone, mais le signal est faible. Je vais contacter le répartiteur pour renforcer les feux et soutenir les véhicules. Sylvia serra les poings, l'estomac noué. Ce n'était plus une simple routine. C'était devenu une course contre la montre. À 20 minutes de route, la voiture de patrouille s'engagea sur une route étroite et inondée. Le quartier était parsemé de quelques maisons, dont beaucoup étaient abandonnées. Les lampadaires clignotaient. Un chien errant et maigre grognait dans l'ombre. Numéro 18. C'est ici, dit Charles en coupant le moteur. Lydia et lui sortirent.
Ils allumèrent leur lampe de poche. L'appartement était au 2e étage, l'escalier en bois était humide et empestait la moisissure. Il n'y avait personne d'autre dans l'immeuble. Le silence était étrange. Y a-t-il des lumières allumées à l'intérieur, demanda Lydia. Non, il fait noir. Ils atteignirent la porte de l'unité 2011. La serrure extérieure était toujours en place mais semblait avoir été récemment trafiquée. Police. Il y a quelqu'un? Charles frappa. Silence. Je n'aime pas cette sensation, murmura Lydia. Ils échangèrent un regard, puis utilisèrent un pied de biche pour entrer par effraction. Bang! La porte s'ouvrit brusquement. Une bouffée d'air humide et une odeur de moisi s'en échappèrent. Leurs yeux ne s'étaient pas encore habitués à l'obscurité lorsqu'ils entendirent de l'eau couler quelque part à l'intérieur. Je vais à gauche, tu prends à droite, dit Charles. Ils avançaient prudemment, leurs lampes de poche balayant l'espace. Le salon était vide, pas de meubles, juste quelques cartons et une couverture en lambeaux. Au bout du couloir se trouvait la salle de bain. La porte était sécurisée de l'extérieur par un fin fil de cuivre. Lydia le coupa et poussa la porte. La vue les stupéfia tous deux. Une petite fille était recroquevillée sous l'évier, tremblante de froid. Ses vêtements étaient trempés, son visage pâle, ses yeux mi-clos. Oh mon Dieu, Lydia laissa tomber sa lampe de poche et se précipita pour tenir l'enfant. Chérie, tu m'entends? J'étais bien. Ne me quitte pas, murmura-t-elle avant de s'évanouir dans les bras de Lydia. Charles a activé sa radio. Enfant retrouvé inconscient. Envoyez immédiatement une assistance médicale. Derrière eux, la porte de l'appartement 2011 se tenait immobile, comme si elle venait d'engloutir un cauchemar. À l'intérieur, la moisissure s'accrochait à chaque recoin. Murs écaillés, sol poussiéreux, pages de calendrier déchirées, le dernier mois marqué était mars 2023. Près de 6 mois sans personne ici, marmonna Charles en balayant du regard avec sa lampe torche le plafond pourri où l'eau s'écoulait d'un tuyau rouillé. Non, personne ne vivait ici. Quelqu'un l'a fait. Mais pas en tant qu'être humain, répondit Lydia, les yeux fixés sur un petit bol en plastique violet sous une table remplie de miettes moisies. Le son d'une sirène d'ambulance au loin les ramena à l'instant présent. Lydia serrait toujours la fillette dans ses bras, le corps légèrement tremblant. Nora avait les yeux fermés, ses lèvres étaient bleues de froid et de déshydratation. Charles, va chercher une couverture dans la voiture. Elle est en état de choc dû au froid. Charles se précipita dans les escaliers, appelant sa radio et demandant immédiatement l'intervention du personnel médical. Enfant de sexe féminin souffrant de déshydratation sévère, d'hypothermie et probablement de traumatisme. Lydia déposa délicatement la fillette sur une chaise en bois pourri dans le salon. Elle se tourna vers Ryan, qui venait d'entrer avec 2 techniciens de scène de crime. Aucun adulte dans l'appartement. Mais cet endroit n'est pas abandonné. Ce n'est pas une résidence. C'est une prison. Ryan plissa les yeux et se pencha pour ramasser une petite pantoufle violette recouverte de terre et de plâtre. Cet endroit est un piège. Un vrai. L'équipe se sépara pour fouiller les pièces restantes. Au bout du couloir, ils découvrirent une petite pièce fermée par un lourd verrou. Lydia regarda Ryan et hocha la tête. Ils l'ouvrirent à coups de pied de biche. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une scène qui figea tout le monde. Un ordinateur de bureau était toujours allumé. L'écran était allumé, sans économiseur d'écran ni mot de passe. Plusieurs dossiers étaient clairement visibles, CM log des 43 clients France-Batools. Éteins-le maintenant, ordonna Ryan, mais Lydia avait déjà pris une photo de l'écran entier. Un technicien médico-légal est intervenu immédiatement, branchant un disque dur externe pour sauvegarder les données. La lumière de l'écran projetait une lueur pâle sur le mur, couvert de photos de la petite fille. Certaines montraient Nora en train d'étudier, d'autres en train de dormir. Tout était numéroté. Dans un coin de la pièce, une petite chaise en plastique bleu faisait face au lit. Au-dessus du climatiseur, une mini-caméra camouflée avait été installée. « Mon Dieu !» murmura Charles en entrant avec la couverture. Ce n'était pas seulement de la surveillance, a déclaré Lydia, en désignant un schéma épinglé derrière la porte, un plan détaillé de la pièce, l'emplacement des caméras, les angles morts, un programme d'activité et un coin marqué à l'encre rouge, silencieux, aucune résistance. Les mains de Charles tremblaient tandis qu'il posait la couverture sur la fillette. Lydia entra dans le couloir, les yeux rouges et vitreux. « J'ai besoin d'air. »
Ryan resta immobile quelques secondes, puis se dirigea vers la chambre adjacente, qui semblait avoir été habitée. Le matelas était encore légèrement abîmé. Le drap était taché de taches brunes. Un sac à dos noir pendait dans un coin du placard. Il avait enfermé l'enfant, mais dormait juste à côté. Ryan disait qu'il n'avait pas peur d'être attrapé. C'était un centre de contrôle. Il restait ici, mangeait ici, dirigeait tout à 3 mètres de la fille. Un technicien de la police scientifique cria depuis la salle de bain, où ils avaient trouvé Nora plus tôt. Il y a des fils et des capteurs sous la canalisation. Il surveillait la température de l'eau. Un autre technicien pointa du doigt derrière le miroir. Un minuscule trou avait été percé et équipé d'une mini-caméra. Des fils traversaient le mur jusqu'à la salle de contrôle. Lydia revint, le visage impassible. Nous sommes dans un atelier de torture pour enfants. Charles ouvrit le placard de la cuisine et trouva un sac de croquettes, plusieurs rouleaux de ruban adhésif et une corde d'escalade ultra résistante. Il avait un plan pour s'échapper. Mais pourquoi avait-il laissé la fille derrière lui? Ryan fronça les sourcils. Il a peut-être été forcé, ou il a fait une pause, ou elle ne lui était plus utile. Un technicien s'est approché, tenant un long couteau au manche en plastique. La lame était maculée de sang noirci séché. Je l'ai trouvé sous le lit. Il y a du sang sur le manche. Envoyez-le pour analyse immédiate. Dehors, la sirène de l'ambulance hurla. 2 ambulanciers montèrent précipitamment l'escalier. Lydia les conduisit au salon. Ils examinèrent l'enfant en silence, le visage lourd. Elle a besoin de 4 liquides immédiatement. Déshydratation de stade 2. Hypoglycémie sévère. 1 heure plus tard, elle n'aurait peut-être pas survécu, dit l'un d'eux. Charles ouvrit la voie tandis qu'une infirmière insérait le cathéter. Une autre souleva délicatement la tête de la jeune fille et lui plaça un masque à oxygène sur le visage. « Comment s'appelle-t-elle » demanda l'une d'elles. Lydia hésita, puis répondit doucement, « Nora. » Elle s'appelle Nora. Ryan entra dans le couloir, sortit son téléphone et appela directement la division criminelle. Ici le lieutenant Ryan Parker. Je demande une unité d'enquête spéciale. Fort risque d'être impliqué dans des affaires de cybercriminalité et de traite d'êtres humains. Adresse, 18 rue Maple. Sécurisez le périmètre immédiatement. La pluie ne s'était pas calmée dehors. Mais à l'intérieur de l'appartement 201, le véritable visage du cauchemar commençait à peine à se révéler. Au service pédiatrique de l'hôpital universitaire de l'Ohio, une odeur d'antiseptique flottait dans l'air glacial, les néons projetant une lumière blanche, stérile et inhabituelle, sur l'espace. Sur le petit lit de la chambre 305, Nora gisait immobile. Sa main fragile était reliée à une perfusion et un masque à oxygène couvrait la moitié de son visage pâle. À l'extérieur, le lieutenant Ryan Parker et l'agent Lydia Adams se tenaient aux côtés du médecin traitant, le docteur Frédéric Hay. Bien qu'épuisé par une longue opération, le médecin était concentré à la lecture du rapport médical. Elle porte de nombreuses cicatrices anciennes, principalement sur les fesses, les cuisses et le dos, dit le docteur Frédéric d'une voix basse. Certaines suggèrent des coups répétés avec un objet dur, peut-être un fouet ou une lanière de cuir. Des signes de jeûne prolongé, probablement pendant plusieurs jours. Lydia serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Et personne ne le savait pendant tout ce temps. Elle ajouta doucement, « Nous n'avons trouvé aucun signe d'abus sexuel jusqu'à présent, mais psychologiquement, elle a peut-être subi un grave traumatisme. » Ryan hocha la tête en signe de gratitude, puis se tourna vers Lydia. « Je retourne au poste pour m'occuper des archives. Reste avec la fille. Si tu vois le moindre signe de réveil, appelle-moi immédiatement. » Au siège de la police de Columbus, la salle de données spéciale est restée éclairée après 3 heures du matin. 2 analystes médico-légaux, Marcus Rivera et Eva Spencer, étaient assis devant l'écran, extrayant des données du disque dur récupéré dans l'appartement 201. Compris. Nom complet, Julian Bennett, lui Eva à voix haute. Né en 1982, j'ai vécu à Dayton, j'ai déménagé à Columbus en 2019. Y a-t-il des documents légaux pour la garde des enfants? Oui, il y a un enregistrement de tutelle, mais c'est étrange. Il n'y a qu'une seule pièce d'identité au dossier, une ancienne pièce d'identité officielle appartenant à la mère, Maria Bennett. Elle était sans domicile fixe et est décédée d'une pneumonie en 2020. Aucun autre document familial. Il a donc exploité le manque de surveillance et de tutelle.
Eva fronça les sourcils. Mais le plus étrange, c'est que Julian a fait l'objet d'une enquête pour maltraitance infantile en 2017 à Youngstown. Marcus secoua la tête. Il a fait l'objet d'une enquête et a quand même obtenu la garde de l'enfant. Exactement. L'affaire a été classée sans suite faute de preuves. Et depuis 2020, il a quasiment disparu du système. Marcus tapa quelques commandes et afficha une carte de localisation. Pas de résidence officielle, pas d'emploi déclaré, pas de compte bancaire, pas de rapport médical, pas une seule trace légitime ces 5 dernières années. Eva fixa l'écran et murmura « C'est un fantôme ». De retour à l'hôpital, l'aube commençait à poindre. Une lumière pâle filtrait à travers la vitre embuée. Lydia était assise au chevet de Nora, les yeux rivés sur le petit visage immobile de l'enfant. Soudain, un souffle brusque la fit sursauter. Nora cligna des yeux. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, scrutant la pièce avec panique. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es à l'hôpital, ma chérie. Tu es en sécurité, » murmura Lydia en se penchant vers elle. « Je suis Lydia. Je t'ai fait sortir de cette pièce. » Nora remua les lèvres. « Papa, où est papa? Peux-tu me parler de ton père? Connais-tu son nom? Il m'a dit de l'appeler papa. » Je ne connais pas son vrai nom, a-t-elle dit. Ne le dis à personne. Lydia l'observa attentivement et prit des notes. Combien de temps es-tu resté avec lui? Il y a longtemps que maman s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Papa a dit qu'elle était partie loin, alors il a pris soin de moi. Es-tu allé à l'école? J'apprenais à la maison. Il me montrait des vidéos et me donnait des choses à écrire. Je n'avais pas le droit de regarder par la fenêtre. Lydia jeta un coup d'œil à la porte où une infirmière passait discrètement. Elle se retourna. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'autre? Quelqu'un n'est-il entré dans la maison? Nora secoua faiblement la tête. Juste papa. Il fallait que je sois sage. Si je faisais du bruit, il se fâcherait. Sa voix se brisa tandis que des larmes coulaient sur ses joues. J'ai peur. J'ai peur du noir. Lydia prit la main de la jeune fille, les yeux brûlants de fureur. Tu n'as plus à avoir peur, Nora. Plus jamais. Pendant ce temps, au siège de la police, Ryan a reçu un appel d'Interpol. Parker à l'appareil. Nous avons la confirmation. Julian Bennett travaillait auparavant comme technicien informatique pour une fausse association caritative au Mexique, fermée en 2018 pour suspicion de maltraitance infantile. Il n'a jamais été arrêté, faute de preuves suffisantes. Depuis 2019, il a disparu des registres officiels. Ryan frappa du poing sur le bureau. Il avait tout planifié. Il savait comment disparaître. Eva entra et déposa sur le bureau un dossier compilé à partir de leur système interne. Voici le rapport complet. Il comprend l'enquête de Youngstown, l'association caritative mexicaine, l'enregistrement de la garde de Nora et son historique de location. Chaque élément présente des lacunes administratives. Ryan le parcourut en fronçant les sourcils. Ce n'est pas seulement un déviant. C'est un prédateur méthodique et organisé. Eva hocha la tête. La fille a été enfermée pendant près de 3 ans. Personne ne l'a remarqué. Ni médecin, ni voisin, ni dossier scolaire. Elle n'existait pratiquement pas. De retour à l'hôpital, Lydia lisait un conte de fées à Nora d'une voix calme et chaleureuse. La petite fille esquissait un léger sourire. Veuillez en lire davantage. Bien sûr, mais seulement si tu promets de te reposer pour pouvoir aller mieux. Je te le promets. La porte s'ouvrit en grinçant. Charles entra, tenant un petit sac de lait chaud et une viennoiserie. Ce sont ses galettes de riz préférées, de la boulangerie. Elles viennent tout juste de sortir du four. Nora sourit pour la première fois un sourire faible, mais sincère. Charles posa le sac sur la table et regarda Lydia. Il lui faudra du temps, mais au moins elle est en vie. Dans la salle d'analyse des données 3 du commissariat de police de Columbus, la lumière crue du moniteur projetait une teinte pâle sur le visage d'Eva Spencer. À côté d'elle, Marcus Rivera était assis, la main sur la bouche, figé à la fin de la 3e vidéo. Non, c'est impossible, murmura Eva d'une voix rauque. Ce n'est pas juste de la surveillance. C'est un crime. Ils avaient regardé plus de 17 clips vidéo extraits d'un dossier intitulé CM Nora. Tous les fichiers étaient horodatés et datés 12h15 le 24 mars,
1h02 le 25 mars, 4h40 le 28 mars. Chaque clip avait été grossièrement monté, se concentrant principalement sur les moments les plus vulnérables de Nora endormie, pleurant, recroquevillée sous l'évier ou assise en silence dans un coin. Marcus ouvrit le fichier suivant. La caméra filmait l'intérieur de la salle de bain, apparemment dissimulée entre les carreaux, sous le robinet. Durée, 6 minutes et 22 secondes, dit-il. Personne ne répondit. Dans la vidéo, Nora était assise sur un carrelage froid, les cheveux emmêlés, des cernes obscurcissant ses yeux. Soudain, des pas résonnèrent. La fillette tressaillit et se précipita contre le mur. Une voix masculine grave s'éleva hors champ. Silence. Pas de pleurs. Tu te souviens de ce que papa a dit? Oui, monsieur. La vidéo s'interrompit brusquement. Eva serra le poing. Julian Bennett. Il ne l'avait pas seulement emprisonné, il avait enregistré chaque instant de souffrance de cet enfant et en avait fait un produit. Elle est passée à un dossier intitulé Cliff France. Des dizaines de mails chiffrés sont apparus, accompagnés de liens cachés. Certains avaient été supprimés, mais plusieurs adresses IP étaient encore traçables. Il vendait les vidéos sur le dark web. Chaque clip avait un code unique et chaque client était identifié, expliqua Eva. Marcus ouvrit une traduction PDF de l'un des emails. Nora a été correctement entraînée. Pas de cris, pas de résistance. Caméra HD, sont stables. Prix pour un forfait de 5 clips, $400, payable en Bitcoin. Marcus tremblait. Il appelait cela un entraînement. Il qualifiait l'endurance d'une fillette de 7 ans de produit standardisé. Eva fit défiler l'email jusqu'au bas de la page. Une note surlignée disait « Livrez les nouvelles images avant le 1er juin, puis procédez à la remise. » Si tout va bien, on passe le relais, demanda Marcus, le visage pâle. On vend la fille à l'acheteur. On l'exporte à l'étranger, dit doucement Eva. À ce moment-là, Ryan Parker entra, le regard lourd. Des nouvelles? Eva se leva et pointa l'écran du doigt. Nous avons identifié au moins 26 clips différents, tous impliquant Nora. Il y a aussi des traces de voix d'autres enfants dans certains, ce qui suggère que Nora n'était peut-être pas la première victime. Un moyen d'identifier ces voix. Il y a 2 voix inconnues. L'une est mexicaine, l'autre américaine, sans compter les probables clients distants de Julian qui donnent des ordres. Ryan serra les poings. On a affaire à un réseau, et Nora n'est qu'un maillon. De retour à l'hôpital, Lydia et Charles donnaient à Nora une bouillie de riz légère. La jeune fille semblait plus alerte. Elle parlait peu, mais la terreur s'était dissipée dans son regard. « Tu vas un peu mieux ?» demanda Lydia. Nora hocha légèrement la tête. « Tu es gentille. » Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil. Lydia sourit, retenant ses larmes. « Tu n'as plus à avoir peur. Tu peux tout me dire. Tout ce dont tu te souviens. » Nora baissa la tête et murmura, « Papa a mis une caméra dans le miroir. Il a dit que c'était pour me protéger, mais je savais que ce n'était pas pour ça. » Charles retint son souffle. « Tu te souviens d'autres caméras? Dans le robinet? Dans un trou dans le mur? » J'ai essayé de les cacher une fois, mais papa a tout de suite compris. Puis il m'a puni. Quel genre de punition? Demanda doucement Lydia. Nora se recroquevilla, serrant sa couverture. Enfermée dans le noir. Ni nourriture, ni eau, ni sommeil. Lydia lui prit la petite main. C'est fini, Nora. Tu t'en es sortie. Au commissariat, l'équipe technique analysait tous les appareils saisis dans l'appartement. Le technicien Joseph Taylor a piraté le 2e disque dur contenant le journal personnel de Julian Bennett. Le voici, a-t-il crié. Fichier texte, training-bannote.txt. La pièce devint silencieuse pendant qu'il lisait. 3 avril, Nora pleure toujours pendant les changements de vêtements. Elle a besoin de plus de silence. 10 avril, augmentation du temps de confinement aux toilettes. Ajouter 10 minutes par jour. 21 avril, peut maintenant filmer pendant son sommeil. Réagit bien. Pas de réveil. 2 mai, utilisation d'une enceinte Bluetooth pour les commandes à distance. Grande efficacité. Eva se détourna, les larmes aux yeux. Il documenta la situation comme un calendrier de projet. Ryan resta silencieux. Il resta planté là, les yeux fixés sur la dernière ligne à l'écran. Nora est apprivoisée. Il est temps de préparer le voyage.
De retour à l'hôpital, Nora chuchota à Lydia, « J'ai entendu papa dire un jour que le téléphone sonnerait si un client voulait me voir. Tu l'as vu utiliser l'ordinateur à ce moment-là? » Oui, il était toujours dans cette pièce dont la porte était verrouillée. Je n'avais pas le droit d'entrer. Mais une fois, il a oublié d'éteindre l'écran. Que as-tu vu? Lydia se pencha plus près. Une autre fille plus petite que moi avec un œil au beurre noir. Papa a dit que c'était un ancien échantillon. Charles se figea. Tu as entendu ça? Lui demanda Lydia. Moi si. Il a fait d'autres victimes, peut-être plus d'une. Juste à ce moment-là, depuis la salle des serveurs de cybersécurité, un technicien s'est écrié « Lieutenant Parker. Nous avons trouvé un enregistrement vocal non chiffré. » Tiens. Ils ont écouté le fichier audio. La voix de Julian résonnait clairement, « Si le prochain est aussi difficile à entraîner que le précédent, je ne le prendrai pas. » Au moins, Nora sait se tenir. Ryan frappa le bureau du poing. On n'a plus de temps. Il a déjà fait ça. Cette fille est peut-être déjà morte. Le lendemain matin, dans la salle de briefing d'urgence du département de police de Columbus, le lieutenant Ryan Parker déposa un épais dossier sur la table. Ses yeux étaient injectés de sang après une nuit blanche. 3 jours. Il a disparu des radars exactement 3 jours avant l'appel de Nora. Un monstre qui savait ce qui l'attendait. À côté de lui était assise l'inspectrice Béatrice Mitchell, spécialiste de la cybercriminalité à Columbus. Elle hocha la tête d'une voix glaciale. Nous confirmons que l'adresse IP de l'ordinateur de l'appartement 201 avait été signalée par Interpol il y a une semaine pour suspicion d'activité sur le dark web. Une fuite a dû le mettre au courant, et il a filé. Pas de retrait d'argent, pas de mouvement de véhicule, pas d'image de vidéosurveillance. C'est comme s'il s'était volatilisé, grommela Charles en se passant la main dans les cheveux. Béatrice posa une photo d'archive sur la table. Elle montrait un coffre à jouets Hello Kitty démonté. À l'intérieur se trouvait un billet de train pour Paris via Phoenix, prévu pour 21h16 le 28 mai, et une série de faux documents au nom de Matthew Vaughn. Nous avons retrouvé sa carte d'identité, a déclaré Béatrice. Il utilise de fausses identités depuis 2020. Ces papiers ont été fabriqués à Accra par une organisation de marché noir que nous avons tenté de démanteler, sans succès. Il préparait son évasion depuis longtemps, a dit Lydia, les dents serrées. Pas seulement une fuite, ajouta Ryan d'un ton sombre. Il préparait le prochain transfert. Tu te souviens du mail concernant le transfert de Nora si elle était stable? Il avait probablement l'intention de la faire sortir des États-Unis le mois prochain. Le même après-midi, au bureau d'Interpol pour l'Europe du Sud-Ouest, l'agent mexicain Ethan Rogers a contacté par visioconférence l'équipe d'enquête de Columbus. Julian Bennett était autrefois soupçonné d'être impliqué dans une organisation appelée les Ailes Blanches. Il s'agit d'un réseau clandestin d'exploitation d'enfants basé à Tijuana, a-t-il rapporté. Nous avons perquisitionné l'un de leurs locaux en 2018, mais il a pris la fuite quelques heures avant l'opération. En entendant à nouveau son nom, j'ai le mauvais pressentiment qu'il reprend ses anciennes habitudes. Ryan plissa les yeux. Des signes indiquent qu'il est déjà arrivé au Mexique. Pas directement, mais les faux documents indiquaient Tijuana comme destination. Et il y avait un email récent sur son ordinateur, transfert à un lieu prédéterminé, c'est Del Norte, première semaine de juin. À l'hôpital, Nora devenait plus lucide. Lydia lui montra plusieurs photos d'objets retrouvés dans l'appartement, un sac à dos, un chapeau, un coffre à jouets, et même la photo d'un homme étrange. Reconnais-tu quelque chose ici? Nora désigna le coffre à jouets. C'est mon coffre à jouets. Mais papa ne m'a pas laissé l'ouvrir. J'ai demandé une fois et il a crié. Il a dit que c'était un secret. Je n'ai plus jamais demandé. Lydia se mordit la lèvre. À l'intérieur se trouvaient des billets de train et de faux documents. Ça veut dire qu'il avait l'intention de te laisser derrière. Nora resta silencieuse un long moment, puis murmura, « J'étais méchante, alors papa ne voulait plus de moi. » Lydia tressaillit. Non, Nora. Aucun enfant n'est jamais méchant. Tu étais une victime. Charles se tenait là, silencieux, les mains agrippées à la coudoir. Son visage trahissait une rage brûlante. Il ne cherchait pas à la cacher. Au commissariat, l'équipe informatique a découvert un nouveau fichier récupéré sur l'ancien ordinateur. Il s'agissait de la photo d'une note manuscrite supprimée, puis restaurée grâce à un logiciel d'extraction d'images. Le message disait « Cette fille ne me sert plus à rien.
Je n'en veux plus. Effacez toutes les données avant le 31 mai. Ryan la fixa, stupéfait. Il l'a jetée comme un déchet. Béatrice fixa l'écran, puis parla doucement. Il a calculé ça. Si le système était compromis, il larguerait la fille pour attirer l'attention sur les États-Unis pendant sa disparition. Ce n'est pas qu'un pervers, dit Eva en l'interrompant. C'est un membre professionnel du réseau. Ryan s'adressa à la brigade criminelle. Contactez la police au Mexique, en Italie et au Nicaragua. Lancez un mandat d'arrêt international. Chaque poste frontière doit être en état d'alerte maximale. Charles s'est chargé de retrouver les archives de la gare de Phoenix. 2 heures plus tard, il a rappelé. Il a utilisé le billet. Un passager nommé Matthew Vaughn est monté à bord du train de 21h16, mais aucune vidéo n'a été captée. Pas d'image, aboya Ryan. Pourquoi? Le système de surveillance de la gare a eu un problème. Il a été coupé pendant plus de 30 minutes exactement au moment du départ du train. Lydia murmura, une coïncidence trop parfaite. Ce soir-là, le centre de surveillance des frontières du comté de Puma a reçu un signalement. Un homme avait été aperçu en train de traverser la forêt depuis les États-Unis jusqu'au Mexique, portant un gros sac à dos. Les policiers locaux l'ont poursuivi, mais il a disparu dans le brouillard et sur un terrain accidenté. Ça pourrait être lui, dit Béatrice. Nous avons trouvé une veste identique à celle que portait Julian, abandonnée à 300 mètres du lieu de l'observation. Ryan se leva d'un bond. Il ne nous reste plus qu'un fil. S'il s'éteint maintenant, on ne le reverra pas avant 5 ans et on ignore combien d'autres enfants disparaîtront pendant ce temps. Dans la chambre d'hôpital, Nora se redressa brusquement au milieu de la nuit, trempée de sueur. Quelqu'un m'a appelé en rêve. Numéro 4. Lydia enlaça la fillette. Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Mais dans ses yeux, une tempête se préparait. Elle savait qu'il y avait encore 3 autres enfants dehors ou plus et que Julian Bennett était toujours libre. Le lendemain matin, la chambre 305 du service pédiatrique de l'hôpital universitaire de l'Ohio baignait dans la douce lumière du début de l'été. Un silence pesant planait tandis qu'une équipe de spécialistes des traumatismes infantiles commençait son premier entretien avec Nora. Étaient présents Lydia Adams, la psychologue pour enfants Marina Sullivan, et Stephen Davis, le preneur de notes du groupe de travail sur la pédocriminalité. Nora était assise, recroquevillée sur le lit, serrant dans ses bras un petit ours en peluche que Lydia avait acheté dans un magasin de jouets voisin. Sous la chaude lumière jaune, elle garda la tête baissée, caressant l'oreille de l'ours en silence pendant près de 10 minutes. Marina dit doucement, « Tu t'appelles Nora, n'est-ce pas ? » ?»« Je suis Marina. Je suis là pour te parler. Tu n'as rien à dire, sauf si tu le souhaites. » »« D'accord ?» Nora serra les lèvres. Silence. Lydia s'assit à côté d'elle, la voix douce comme un souffle. « Tu te souviens de moi ? C'est moi qui t'ai porté hors de la salle de bain. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Nora leva les yeux. Son regard croisa celui de Lydia et quelque chose sembla fondre. « Je me souviens, dit-elle. N'aie pas peur. » Lydia hocha la tête, les yeux embués. Marina poursuivit, « Peux-tu nous raconter à quoi ressemblait une journée normale avant qu'on te trouve ?» Nora hocha légèrement la tête. Sa voix était faible, comme l'écho d'un puits profond et sombre. « Je me suis réveillée quand la cloche a sonné. Papa a mis une horloge devant la porte. Elle a sonné 3 fois, et j'ai dû me lever. Sinon, je n'aurais pas pu manger. Que as-tu mangé au petit déjeuner ? Du pain rassis. Pas d'eau. Papa disait de ne pas gaspiller l'eau parce qu'elle était coupée, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Que as-tu fait après ça ? J'étais assis devant l'ordinateur. Il y avait des leçons. Je devais les recopier dans un cahier. Si je faisais une erreur, je recevais un coup de fouet en cuir accroché dans la pièce. Steven interrompit son écriture et leva les yeux. Un fouet en cuir ? Nora hocha la tête. Papa l'a fabriqué avec une vieille ceinture. Parfois, il attachait du fil électrique au bout. L'air s'épaissit. Marina se redressa et prit une grande inspiration. Est-ce que tu avais le droit de sortir de la maison ? Non. La porte était toujours verrouillée. Les fenêtres étaient recouvertes de carton. Papa disait que c'était dangereux dehors, qu'on m'emmènerait si jamais je partais. As-tu déjà essayé de t'échapper ? Nora resta silencieuse un long moment.
Puis elle dit doucement, une fois, j'ai utilisé une épingle à cheveux pour essayer de déverrouiller la porte. Il m'a fallu 2 semaines pour le mettre au point. J'ai appris à plier l'épingle grâce à une vidéo sur les compétences de vie, mais papa l'a découvert. Que s'est-il passé ensuite, demanda doucement Marina. Il m'a enfermé dans la salle de bain pendant 2 jours. Sans nourriture, sans couverture. Lumières éteintes. Je ne voyais rien, juste le bruit des rats. Lydia ne put retenir ses larmes. Elle se détourna, essayant de ne pas pleurer devant l'enfant. Quelques minutes passèrent avant que Nora ne reprenne la parole, la voix neutre, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. La nuit, papa allumait la caméra et partait. J'ai entendu la porte se verrouiller. Il a dit que c'était pour vérifier si j'étais sage. Une fois, j'ai parlé à mon ours en peluche. Il l'a entendu. Le lendemain, je n'ai plus eu le droit de manger du tout. Steven intervint, est-ce que ton père t'a déjà touché d'une manière qui te semblait mal? Nora resta silencieuse un long moment, puis secoua doucement la tête. Non, mais il m'a filmé pendant que je prenais mon bain. Il a dit que c'était une caméra de sécurité, mais je savais que ce n'en était pas une. Marina jeta un coup d'œil à Steven et lui fit soudain signe de ne pas insister davantage. Elle se retourna avec un sourire chaleureux. Tu es très courageuse, Nora. Je suis fier de toi. Tout le monde ne survivra pas à ce que tu as fait. Nora ne sourit pas, mais son regard s'adoucit. Elle regarda Lydia. Tu sais, je pensais être la seule personne au monde. Personne ne me parlait jamais. Pas de voiture, pas de gens, juste des rats et des gouttes d'eau. Lydia tenait la main de la jeune fille. Mais maintenant tu sais, n'est-ce pas? Tu n'es pas seule. Je suis là, et bien d'autres personnes sont là pour toi. Cet après-midi-là, Nora fut autorisée à dessiner dans le cadre de sa thérapie. Elle dessina la salle de bain avec une silhouette sombre debout devant la porte. Dans un coin, 2 grands yeux scrutaient à travers un interstice dans le carrelage. Le dessin fit sortir Marina dans le couloir pour respirer. Steven se tenait à côté d'elle et secouait la tête. Rien ne le décrit mieux que ça. Mon Dieu. Tard dans la nuit, Lydia et Charles étaient assis ensemble, ne jouant plus de rôles officiels, juste 2 personnes blessées liées par une horreur partagée. Je n'ai jamais vu un enfant comme elle, a déclaré Charles. Lydia répondit doucement, pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais à cause du silence. Elle a tout enduré sans un seul cri. Charles resta silencieux. Je travaillais à la frontière. J'ai vu des enfants mourir de faim, être maltraités, mais jamais transformés en fantômes. Parce que pour lui, Nora n'était pas une personne, murmura Lydia. Elle était un produit, une marchandise. Charles alluma une cigarette, mais ne la fuma pas. Il serrait le briquet dans sa main, le regard noir. Si on l'attrape, je ne sais pas si je pourrai me contrôler. Le lendemain matin, Marina a présenté son rapport officiel. Nora présentait des signes de troubles de stress post-traumatique sévère, TSPT. Elle souffre probablement de phobie chronique des espaces confinés, de l'obscurité et des bruits de verrouillage. Elle aura besoin d'une thérapie intensive. Ryan Parker lut le rapport, le posa sur la table et se leva. On ne peut pas échouer. Pas après avoir connu ce que cette petite fille a traversé. Lydia hocha la tête. Il ne s'en sortira pas. Au centre d'analyse criminelle commun aux autorités américaines et à Interpol, la lumière de dizaines d'écrans éclairait les visages tendus de l'équipe d'enquête. Dans le silence pesant, seul résonnait le claquement régulier des touches et le bruissement des dossiers, tel le battement de cœur d'un cauchemar sans fin. Nous avons déchiffré plus de 60% des données du 2e disque dur, a déclaré Eva Spencer d'une voix sèche. Il ne contient pas que des clips vidéo. Il contient des contrats, des adresses et les noms des parties impliquées. Béatrice Mitchell, de la brigade criminelle, feuilletait un dossier rouge. Il y a au moins 9 courriels confirmant des paiements provenant de comptes étrangers. L'argent a été transféré en crypto-monnaie, principalement en bitcoin, via des portefeuilles temporaires qui disparaissent au bout de quelques heures. Où est passé l'argent, a demandé Ryan Parker. Via un serveur relais au Panama. Puis blanchi via un réseau au Nicaragua. Charles fronça les sourcils. Tout ça juste pour vendre des vidéos d'enfants enfermés et maltraités? Eva répondit, pas seulement des vidéos. Les derniers emails parlent d'envoi en direct. Les yeux de Ryan se plissèrent, comme s'il s'agissait d'un véritable trafic.
Béatrice a poussé une image imprimée sur la table et une capture d'écran d'un email intitulé « Shipping-Confirmed ». L'échantillon numéro 4 est prêt. Adresse de livraison, Cédel Nord 51, Tijana. Destinataire, Lucas Arc. Date estimée, première semaine de juin. Charles Alta. Exemple de hashtag numéro 4. C'est Nora. Eva hocha lentement la tête. Toutes les données correspondent. Date des vidéos, note d'apparition, description de comportement, faible réaction, pas de cri. C'est elle. Ryan frappa violemment la table, les yeux rouges de rage. Sans cet appel, Nora aurait été trafiquée comme du fret. Dans le laboratoire d'analyse d'images, Joseph Taylor analysait un fichier vidéo non ouvert. Sous un éclairage tamisé, les images révélaient une pièce vide. La caméra était montée en hauteur, une barrière grillagée dans un coin. À l'intérieur, une fillette plus petite que Nora, âgée d'environ 5 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, était assise, les genoux serrés, tremblante. Joseph se figea, le cœur battant. Une voix masculine retentit dans un haut-parleur, « Ne bougez pas. Le client vous regarde. » La vidéo s'arrêta au bout de 3 minutes. Le fichier s'appelait Client Neuterland 03. À l'hôpital, Marina Sullivan parlait avec Nora, qui était maintenant suffisamment bien pour s'asseoir sur une chaise près de la fenêtre. « As-tu déjà entendu ton père parler du Mexique ?» demanda Marina. « Oui. Il a dit, si j'étais sage, on m'emmènerait rencontrer des gens sympas dans un autre pays où il y a beaucoup de jouets et de nourriture. Est-ce qu'il a déjà dit qu'il viendrait te chercher? Un jour, j'ai entendu papa au téléphone dire que Lucas voulait le nouveau clip. Il a dit que l'échantillon numéro 4 était prêt. » Marina l'a noté rapidement, échantillon Lucas numéro 4. Nora regardait par la fenêtre tandis que le vent agitait les feuilles. Elle murmura, « Je ne veux pas être un échantillon. Je veux juste avoir une maman. » Au bureau du FBI à Columbus, une vidéoconférence a illuminé l'écran avec 3 visages du Mexique, du Canada et du Belize. Nous avons lancé une enquête conjointe sur le réseau international de trafic d'enfants, a annoncé l'agent Ethan Rogers. Cédel Nord était autrefois un entrepôt pour une société d'importation, mais il est abandonné depuis l'année dernière. Sur place, nous avons trouvé les traces d'une salle insonorisée et démantelé de nombreux systèmes de surveillance. Ryan a demandé, « Y a-t-il de l'ADN ou des preuves physiques ?» Pas encore. Mais il y a un symbole sur le mur, un papillon blanc. Même nom que celui de l'organisation, les ailes blanches. Béatrice Mitchell activa l'écran principal du centre de commandement de Columbus. Un schéma s'illumina, montrant le réseau de trafic. Premièrement, les enfants sont sélectionnés dans des zones reculées, généralement sans famille, par des agents comme Julian Bennett. Deuxièmement, ils sont confinés, entraînés et filmés pour tester leurs réponses. 3. S'ils sont jugés conformes, ils sont expédiés par train, par véhicule ou même avec de faux passeports. 4. Vendus directement aux clients par l'intermédiaire de courtiers à des prix allant de $12 000 à $50 000 par enfant. Charles frappa le mur du poing. Ils traitent les enfants comme des animaux de compagnie, comme des produits à code barre. Ryan grogna, et Julian Bennett est le lien avec les États-Unis. On l'a coupé avant qu'il n'atteigne le point de chute. Juste à ce moment-là, un rapport est arrivé de la patrouille frontalière du comté de Puma. Dans un petit village près de la forêt nationale de Wayne, des traces d'un abri temporaire ont été découvertes. Non loin de là se trouvait un sac contenant un vieil ordinateur portable, des cartes SIM et des antidépresseurs, les mêmes que ceux qu'Ortega avait dans son dossier médical. Ryan se leva. Envoyez immédiatement une équipe tactique. Déployez des drones et des unités canines. Il ne peut pas s'échapper. Ce soir-là, Nora fut autorisée à regarder la télévision pour la première fois depuis 3 ans. Un dessin animé était diffusé. Elle se tourna vers Lydia et lui demanda doucement, « Est-ce que les enfants du film sont réels ?» Lydia hocha la tête. « Oui, et tu en fais partie. Je ne suis pas comme eux. Je ne sais pas jouer. Je t'apprendrai. Le monde entier t'enseignera depuis le début. » Ce soir-là, à la fin de la réunion administrative, Béatrice a lu à haute voix l'analyse finale. Sans l'appel téléphonique de Nora cette nuit-là, elle aurait été transportée au Mexique dans les 5 jours. À partir de là, elle aurait disparu comme au moins 17 autres enfants précédemment identifiés au sein du réseau. Ryan expira lourdement, les yeux fixés sur la photo de Nora imprimée dans le dossier.
Une petite fille, un faible appel, ont révélé tout un système criminel. Près d'un mois s'était écoulé depuis son sauvetage. Au centre, Nora ne faisait pas de bêtises, ne pleurait pas, mais elle ne souriait pas non plus. Elle parlait rarement à qui que ce soit, sauf à Lydia Adams, qui continuait à lui rendre visite tous les après-midi après son service, lui apportant des biscuits, des livres de coloriage ou parfois simplement s'asseyant silencieusement à côté d'elle. Ce matin-là, alors que Lydia entrait dans la cour, elle vit Nora dessiner à la craie sur le béton, une fleur, une maison, une femme aux cheveux bouclés. « Qui dessines-tu » demanda doucement Lydia, assise à côté d'elle. Nora répondit lentement, sans lever les yeux. « Mademoiselle Lucie. » Lydia se figea une seconde. Elle savait que Nora n'avait jamais rencontré Lucy Reynolds, l'agent qui l'avait portée hors de cette salle de bain glaciale. Après l'incident, Lucy avait été réaffectée à l'unité de lutte contre la traite des êtres humains d'Interpol et n'était pas retournée à l'hôpital. « Tu te souviens d'elle ? Elle a été la première à me tenir dans ses bras sans me faire de mal. » Sa veste sentait le jasmin. Lydia hocha la tête et posa doucement une main sur le dos de Nora. « Veux-tu revoir mademoiselle Lucy ?» Nora cligna des yeux. « Oui, mais je crois qu'elle est occupée. »« Non, ce n'est pas le cas, » dit une voix familière derrière elle. La petite fille se retourna. Debout, au soleil, se tenait une femme en civil, les cheveux bruns bouclés soigneusement attachés en arrière, tenant un petit jasmin, Lucy Reynolds. Nora resta figée quelques secondes, puis, comme par instinct, elle courut dans ses bras. « Mademoiselle Lucy, vous m'avez manqué. » Lucy s'agenouilla et la serra dans ses bras. Sa voix tremblait, « Tu m'as manqué aussi, Nora. J'ai attendu chaque jour pour te revoir. » Plus tard dans la journée, lors d'une réunion administrative au Centre de protection de l'enfance, Lucy a présenté sa demande d'adoption. Assise en face d'elle se trouvait la directrice Martha Roberts, une femme âgée et sévère avec un cœur tendre pour les enfants. « Lucy, tu sais que le cas de Nora est extrêmement compliqué. Elle n'a pas d'acte de naissance légal et l'identité de sa mère biologique est incertaine. L'adoption sera très difficile, même pour un policier comme toi. » Lucy n'a pas hésité. « J'ai déjà déposé une plainte auprès du tribunal des affaires familiales. Je ne veux pas que Nora vive un jour de plus sans personne à ses côtés. Elle mérite une mère. » Martha regarda Lucy un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, on te soutiendra pleinement, mais tu dois te préparer. Ça pourrait prendre 6 mois. Peut-être plus. » Lucy sourit. « Je peux attendre. J'ai attendu 32 ans pour devenir mère. Je peux attendre encore un peu. » Pendant ce temps, dans la forêt nationale de Wayne, près de la frontière mexicaine, la force d'intervention internationale a découvert une tente de fortune au cœur du brouillard. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais les panneaux étaient des boîtes de conserve de nourriture fraîche, des mégots de cigarettes et une carte indiquant un itinéraire allant du comté de Hawking à Suaduare. Ryan Parker est arrivé personnellement sur les lieux. Il était là. Il est parti il y a moins de 48 heures, a déclaré un policier local. Ryan ramassa un mouchoir marron taché de sang. Il est blessé. L'agent Ethan Rogers du Mexique se tenait à ses côtés. Les chiens pisteurs ont suivi la piste jusqu'à un village près de Suaduare. On se rapproche. Il n'y a pas d'issue. 3e mois. Nora s'était adaptée à sa nouvelle routine. Elle a commencé à suivre des cours spéciaux avec d'autres enfants du centre. Chaque après-midi, Lucy venait la chercher pour une promenade au parc. Un soir, alors qu'il mangeait une glace sur un banc de parc, Nora demanda, « Mademoiselle Lucy, si un jour on m'emmène à nouveau, viendriez-vous me chercher ?» Lucy s'arrêta, puis se pencha, les yeux fixes. « Si je devais traverser le monde, nager dans des rivières, escalader des montagnes, je te trouverais parce que tu es ma fille. » Pour la première fois, Nora sourit. Un vrai sourire, sans hésitation, sans peur. Au 4e mois, le tribunal de la famille a officiellement ouvert l'audience pour l'adoption de Nora Reynolds, le nouveau nom qu'elle avait elle-même choisi. Lydia, Charles, Marina et même le docteur Frédéric étaient présents pour témoigner. À la barre des témoins, le juge a demandé, « Mademoiselle Reynolds, pourquoi voulez-vous adopter un enfant avec un passé aussi traumatisant ?» Lucy répondit fermement, « Parce que j'étais une enfant dont personne ne voulait. J'ai grandi dans un orphelinat. Sans un professeur qui a cru en moi, je ne serais pas devenue policière. Maintenant, c'est à mon tour de croire en Nora. » Alors que tout le monde attendait le verdict,
un rapport de la police mexicaine est arrivé comme un éclair. Julian Bennett avait été arrêté. Il avait été retrouvé caché dans le sous-sol d'une chapelle abandonnée à Ciudad, déguisé en moine itinérant. Il n'a pas résisté à son arrestation. Il a simplement répété une phrase, « J'exécutais simplement les ordres. Je ne suis pas le seul. » Ryan a reçu la nouvelle par téléphone. Il est entré dans la salle d'audience et a fait un signe de tête à Lucy. Il a été attrapé. Lucy ne dit rien. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. À la fin du 6e mois, le tribunal a rendu sa décision. L'adoption a été accordée. L'affaire a été officiellement close en une seule phrase. La jeune fille prénommée Nora portera désormais le nom de famille Reynolds. Un nouvel acte de naissance a été délivré. 12 septembre, Colomb. La douce lumière du soleil, le ciel bleu élevé et une légère brise transportaient le parfum de l'herbe fraîchement coupée du parc Goodale. Dans une petite maison du 48 High Street, une simple fête d'anniversaire remplie de rires était en cours. Un gâteau d'anniversaire en forme de chat trônait au centre de la table. Sur celui-ci, un glaçage rose marquait « Nora Reynolds, 8 ans ». Les murs étaient décorés de ballons violets, sa couleur préférée. Des bouts de papier jonchaient le sol, avec des dessins enfantins et le joyeux bruit des enfants qui jouaient partout. Attention! Ne cognez pas le gâteau. Lydia rit en attrapant une assiette des mains de Mason, l'un des camarades de classe de Nora. Charles se tenait dans un coin, son appareil photo autour du cou, prenant des photos sans arrêt. Un moment précieux. Dis donc, Lucy, souris. Lucy, dans une robe bleu ciel avec les cheveux relevés, coupait le gâteau avec Nora. La fille sourit timidement, regarda autour d'elle, puis se tourna soudainement vers Lucy, sa voix claire et brillante. « Maman, je veux rester avec toi pour toujours. » La pièce devint complètement silencieuse. Lucy se figea, les mains tremblantes. Puis elle s'agenouilla et serra fort la petite fille dans ses bras. « Tu resteras avec moi pour toujours. Je te le promets. » Après la fête, Marina Sullivan, la psychologue qui avait travaillé avec Nora, s'est assise avec Lucy sur le balcon en sirotant du thé. « Je n'aurais jamais cru qu'elle se rétablirait aussi vite, » a déclaré Marina. En moins de 7 mois, d'une enfant qui ne savait pas sourire à aujourd'hui, où elle t'appelle maman. Lucy s'étrangla. « Ce n'est pas parce que je suis forte. C'est parce qu'elle est plus forte que nous l'imaginions. » Marina hocha la tête en regardant dans le salon où Nora faisait un puzzle avec ses amis. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle plaçait une pièce correctement. Il n'y avait plus d'obscurité dans ses yeux. Au Mexique, le tribunal de Columbus a officiellement condamné Julian Bennett pour 5 chefs d'accusation, détention illégale d'un mineur, violence physique, trafic de contenu vidéo illicite, complot en vue de trafic d'êtres humains et évasion d'une arrestation internationale. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, à purger au pénitencier fédéral de Maran. Durant le procès, il est resté silencieux jusqu'à la fin. Puis il a prononcé une seule phrase, « Je ne suis pas le seul à faire ça. » Le juge frappa du marteau. « Personne n'a dit que vous supporteriez cela seul, mais vous serez le premier à payer. » À la suite du procès, des enquêtes approfondies ont été lancées contre l'organisation des Ailes Blanches, et des dizaines de mandats d'arrêt internationaux ont été émis. L'histoire de Nora s'est rapidement répandue à travers les États-Unis. Les grands journaux comme le New York Times, le Washington Post et le Los Angeles Times ont publié des articles avec des titres tels que « La fille dans la salle de bain, un murmure dans la nuit qui a sauvé un réseau d'enfants ». CNN a diffusé un segment de 30 minutes relatant le voyage de Nora, du désespoir à la renaissance. 2 mois plus tard, une organisation à but non lucratif nommée Fondation Nora a été officiellement fondée par Lucy Reynolds et l'équipe d'officiers qui avaient aidé à résoudre l'affaire. Sa mission, protéger les mineurs non accompagnés, suivre les dossiers d'adoption et apporter un soutien psychologique et juridique aux enfants abandonnés ou en danger. Son siège social se trouve juste à côté de l'aire de jeu Franklin Park où Nora aimait passer ses week-ends. Lors d'une interview télévisée, un journaliste a demandé à Nora, « Avez-vous quelque chose à dire aux autres enfants qui pourraient avoir peur comme vous l'étiez autrefois ?» Nora marqua une pause, puis répondit clairement, « Appelle, crie. Même si ta voix est faible, quelqu'un t'entendra. Je le sais, car quelqu'un m'a entendu. » Lucy s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement la main. À la fin de l'année scolaire à l'école élémentaire Clinton, une célébration s'est déroulée dans une cour remplie de drapeaux et de fleurs. Nora a été récompensée comme meilleure élève en art, une matière qu'elle détestait autrefois. Dans son bref discours,
elle s'est présentée au micro et a déclaré « Avant, je ne savais pas quoi dessiner, car je ne voyais que des murs, du carrelage et des robinets. Mais maintenant, je dessine des fleurs. Ma mère, mes amis et moi adorons ce monde. » Toute l'école a éclaté en applaudissements. Marina et Lydia se sont serrées dans les bras, les yeux rouges. Charles a levé son appareil photo et a capturé ce moment historique. Ce soir-là, dans sa petite chambre douillette, Nora accrocha un nouveau dessin au mur. Il représentait une jeune fille debout devant une maison avec un jardin fleuri. À côté d'elle se tenait une femme aux cheveux bouclés. Au-dessus d'elle, dans le ciel, on pouvait lire « J'ai tout le ciel dans mes mains ». Lucie entra et serra sa fille dans ses bras par derrière. « Prête à aller au lit, princesse ? » ?»« Maman, est-ce qu'on peut aller au parc demain ? » ?»« Bien sûr. » Nora ferma les yeux et murmura « Je t'aime. » Lucie répondit doucement « Et je t'aime plus que tout au monde. » La veilleuse s'est amusée. Dehors, le ciel était étoilé. L'histoire de Nora nous enseigne que même dans les coins les plus sombres, une petite étincelle d'espoir peut sauver une vie entière. Les enfants ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est à nous, les adultes, de servir de bouclier. Un seul appel faible peut briser tout un réseau de mal. Le courage n'est pas seulement de la force. C'est de la patience, de l'amour et la conviction inébranlable que chacun mérite d'être aimé, sauvé et de vivre pleinement en tant qu'être humain. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. À bientôt.